Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Le pouvoir algérien vit en permanence dans une guerre de succession. Les clans s'organisent en vue de peser sur le deuxième mandat présidentiel qui devrait débuter fin 2024. Dans un article publié par Orient 21, journal français, on peut lire les polémiques entre l'armée et la présidence se poursuivent en Algérie. Au cœur des débats, le renouvellement du mandat d'Abdelmadjid Tebboune en 2024. Rien n'est encore joué. Comme à chaque cycle du renouvellement de la façade politique du système, l'élection présidentielle de 2024 sera déterminante pour la continuité de ce système. La question qu'on doit se poser, pourquoi donc cette polémique entre l'armée et la présidence autour de la candidature de M. Tebboune pour un deuxième mandat? Et pourtant, M. Tebboune s'est improvisé chantre de la démocratie et de la nouvelle Algérie. Mais il sait lui-même que son élection ressemble plus à une nomination du commandement militaire qu'à l'expression du suffrage universel sur sa personne. Notre pays a toujours été gouverné de manière autoritaire. Cependant, depuis l'arrivée de M. Tebboune à la tête de l'État, il a basculé vers une espèce de dictature qui ne dit pas son nom. Pire, elle n'est même pas assumée. La démocratie est consubstantielle à l'état de droit. Or, nous vivons sous la chape de l'ordonnance 87 bis, dispositif judiciaire visant exclusivement à éteindre toute vie politique, associative et syndicale. Dans l'histoire politique de notre pays, jamais on n'a eu une politique répressive égale à celle que nous vivons depuis 2019. Le peuple algérien sait que c'est le commandement militaire qui tient le pays tout entier. Le régime veut à tout prix perdurer et cela en utilisant tous les moyens. Parallèlement, l'inaction sidérale des pouvoirs politiques tant sur le plan économique et social, incapables de mener une politique de développement économique en changeant de paradigme, restant statique alors que le monde entier est en train de changer. Le bilan de Tebboune est affligeant. Aux assises de la santé et celle de l'industrie est déclaré l'année 2022 comme étant l'année du démarrage économique et 2023 l'année de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Tout ça ne sont que des vœux pieux sans aucun impact sur la vie des citoyens qui s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté. La crise du lait, la crise de l'huile, des médicaments, la crise politique, celle des institutions, la crise morale, la jeunesse abandonnée, n'ayant que pour seul projet la mort lente ou l'immigration clandestine. Des centaines de citoyens de toute classe sociale emprisonnés pour une simple opinion. Les violations quotidiennes de la Constitution plombent et actent l'extinction de vie publique et citoyenne. Les partis se réclamant de l'opposition sont, quant à eux, statiques, incapables de renouveler leurs fondamentaux doctrinaires au vu de l'évolution de la société et tétanisés par l'article 87 bis qui, faut-il le rappeler, met sous contrôle judiciaire l'ensemble des partis et associations autonomes. Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout sans contrôle démocratique. Cela dit, le peuple algérien ne permettra pas une telle dérive. Ce peuple est le chef de son destin. Il en est le concepteur et le constructeur. Aucune réponse et je n'y pense même pas. C'est trop tôt. C'est plus que trop tôt. Algérie, la guerre autour du deuxième mandat de Tebboune est engagée. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Samir Belatesh, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Samir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Samir. Ça fait longtemps. Saha aïdak. Salam alaikum. Alaykoum salam. نحييك ونحيي المتفرجين
ونحيي طاقم المغاربيه وصحة عيدكم وان شاء الله غير الخير pour la suite des événements. Yatik Sah, Inch'Allah, Khouya Samir, ça fait vraiment plaisir de vous avoir dans cette émission. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lello, directeur de Reaching Independence Through Social, qui est avec nous aussi depuis Washington via Skype. Hamid Lello, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir et surtout merci pour l'invitation. Merci Hamid Lello. Samir Bilateh, je vais commencer cette émission avec vous. J'aimerais avoir aussi un aperçu de la situation, votre vision des choses. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe en Algérie, Samir Bilateh, surtout, bien sûr, après avoir lu cet article de Orion 21 qui revient un peu sur la situation politique, mais aussi le blocage politique que vit notre pays et ce blocage aussi du deuxième mandat, si on peut dire, Samir Bilateh. Votre vision des choses, si Samir. Ma vision, peut-être juste pour me situer, Khouya Nasser, d'où je parle en fait. Moi, je parle en tant que citoyen, je parle en tant que militant de base et un peu observateur. Ça fait des années qu'on suit les événements de ce qui se passe, etc. Mais je ne suis pas du tout spécialiste, etc. Comme pourrait l'être ou comme l'est le monsieur qui a écrit l'article que vous avez cité. Du coup, voilà, de ma position, moi, je suis militant. Je dis, comme disent beaucoup de militants, je pense, beaucoup de militants algériens, que ça, c'est, entre guillemets, les grenouillages sur les hauteurs d'Alger. C'est-à-dire, effectivement, comme vous le disiez depuis tout à l'heure, et comme le disait même l'article là qui a été publié sur Orion 21, à mon avis, qui est révélateur du fait que les observateurs sérieux qui regardent la situation algérienne, moi, je pense qu'ils ont tout compris, en fait. Les choses ne sont pas aussi opaques qu'on le dit, même si dans le grenouillage Hadek, quand ils se font la guerre, les clans, etc., c'est géré d'une manière très opaque. Je pense que tout le monde le confirme. Mais en réalité, je veux dire, ce qui se passe à l'intérieur des clans, etc., ça les concerne. C'est bien de connaître ça et de comprendre. Je pense qu'il y a une certaine opacité et elle est gérée d'une manière très spéciale. C'est fait d'une manière volontaire. Elle est opaque, mais les observateurs, ils ont compris la situation dans laquelle se trouve l'Algérie, la situation de crise politique profonde dans laquelle se trouve le régime algérien et Manzoumat al-Hukm, le système de gouvernance en Algérie, il est dans une crise, mais à pleurer. Moi, le militant, je dis, l'Algérie est en danger. Ce n'est pas nouveau, ça fait depuis très longtemps que c'est en crise. Plus on avance, plus ça se complique, plus ça sera difficile de récupérer, plus les dégâts sont énormes. Et je pense que tout le monde a constaté ça. Le monsieur qui a fait l'article là sur Orion 21, il l'a très bien expliqué dans quelle situation difficile se trouve notre pays. Très bien. Restez avec nous, Samir Bilateh. Hamid Lello, comment peut-on prendre, est-ce qu'on peut prendre en sérieux ce qui a été relayé donc par Orion 21? Vous avez entendu bien sûr l'analyse de Samir Bilateh, mais comment peut-on lire cet article? Est-ce que vraiment il y a blocage au sein de l'armée, il y a, si on peut dire, donc une certaine réticence d'aller avec Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, dans un système où il n'y a pas de transparence, toutes les spéculations sont permises. J'ai surtout écouté votre éditorial et j'ai pris quelques notes. L'article dont vous faites référence, les gens l'ont connu, l'ont lu, mais votre éditorial, vous avez parlé d'une dictature qui n'est pas assumée, je suis tout à fait d'accord. Vous avez parlé de l'importance de l'armée
surtout par rapport à Tebboune, et on sait que c'est l'armée qui l'a amené, c'est Gaïd Salah. Et à toutes ces sorties, l'armée, il commence par l'armée, il met l'armée au-dessus de tout et au-dessus de tous. L'armée, c'est la colonne vertébrale, l'armée ceci, l'armée cela. Mais vous remarquerez que ces dernières semaines, il a commencé à parler d'autre chose. Au lieu de dire l'armée, c'est la colonne vertébrale, maintenant il est en train de nous sortir que l'économie, c'est la force vive du pays. Sans économie, un pays n'existerait pas. Donc il y a quand même un petit changement dans ces déclarations. Vous avez cité l'article 87 bis qui fait beaucoup de dégâts au niveau de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme et des militants et des activistes politiques. Mais j'ajouterai 2 points par rapport à votre présentation. J'ajouterai l'article 30 qui donne des avantages, des pouvoirs presque absolus à l'armée qui interviendraient pour sauver la nation. Et justement, je vais lier ce point-là au dernier discours de Shingreha. Vous avez aussi parlé de l'élection comme étant un facteur déterminant quant à l'avenir de ce système. Moi, j'irai plus loin que ça, mais au fait, là, je suis un petit peu pas d'accord avec vous. C'est pas l'élection qui est déterminante, c'est le choix du candidat qui est déterminant. Absolument. C'est ça. C'est là où le pouvoir il patauge un petit peu parce que c'est une situation à laquelle ils ont eu du mal à se préparer. C'est l'après-Hirak, c'est beaucoup de choses, d'autant plus que le choix de Tebboune s'est avéré être un mauvais choix. C'est le plus mauvais des mauvais. Hein. D'habitude, ils font le meilleur des mauvais choix. Maintenant, ils font le plus mauvais des mauvais, pour plusieurs raisons. Et le dernier discours de Shingreha, quand il a commencé à menacer du retour imminent de la décennie noire des aventuriers, etc., c'est pour dire que nous serons là, nous sommes le paravent, nous sommes les garants de cette constitution, nous sommes les garants de cet État-nation. Et du coup, peut-être qu'il y aura un forcing, il se prépare psychologiquement ou bien il envoie des signaux à l'intérieur comme à l'extérieur que nous sommes là et que cette transition, parce que même s'ils n'utilisent pas le mot transition, ils y pensent. C'est encore la transition, c'est encore l'après-Hirak. Est-ce que tout ce qui a été fait ou n'a pas été fait pendant les 4-5 dernières années a suffi pour effacer l'ardoise, ou bien il y a eu plus d'erreurs, plus de négatifs et qu'il faut changer. Et il y a 2 options, à mon avis. Avant de mentionner les 2 options, Hamid Lello, j'aimerais revenir sur le point que vous avez développé, bien sûr, par rapport donc, à cette déclaration de Saïd Shingreha. Beaucoup d'observateurs se sont posé la question, pourquoi donc ce discours? Pourquoi le retour aux années 90? D'après vous, ce discours est destiné à qui? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Parce que quand il y a un discours, il y a un message. Et quand il y a un message, il y a une audience ou bien des audiences. À mon avis, il y a 2 audiences. Et j'ai 2 lectures que je vais jumeler. Ce sont des lectures géostratégiques et des lectures opérationnelles purement militaires. Alors, comme je l'ai mentionné, c'est pour les acteurs locaux, c'est pour le pays, c'est pour le peuple algérien, pour dire « Ah, attention, on risque d'avoir le retour de l'islamisme terrorisme et que les affaires ont été mal gérées dernièrement. Et là, il faut qu'on fasse attention et peut-être qu'il faut qu'on fasse barrage. Et à ce moment-là, peut-être créer une situation où ils vont acter l'article 30 et par conséquent faire venir ou bien faire intervenir l'armée de manière directe ou indirecte parce que ils ne pouvaient pas enlever Tebboune, ça les gênait. Maintenant, est-ce qu'ils sont forcés de le faire ou pas? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais on le saura avant les élections. Ça, c'est un. C'est pour que l'armée prenne les rênes du pays directement ou bien qu'elle force Tebboune à le faire et à le surveiller de très près.
La deuxième lecture, c'est à l'international. À l'international, aussi, ça coïncide avec la visite du ministre des Affaires étrangères algérien en Mauritanie et au Niger. Il ne faut pas oublier que ces deux pays, la Mauritanie en particulier, ont été témoins assez importants de ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90. Beaucoup d'Algériens avaient fui le terrorisme et se sont installés en Mauritanie et dans d'autres pays limitrophes parce que c'était les seules possibilités où les Algériens n'avaient pas besoin de visa. Et je me rappelle à l'époque, la secousse terroriste algérienne se faisait sentir en Mauritanie. Et il y avait des gens qui fouillaient l'Algérie, aussi bien des personnes innocentes comme des terroristes eux-mêmes. Et à ce jour, il y a peut-être des gens qui sont encore là-bas, qui se sont installés, qui se sont mariés, et les autorités algériennes et mauritaniennes sont au courant. Sauf qu'il n'y a pas cet échange au niveau de l'information comme on le souhaite, parce qu'il y a toujours cette jalousie à maintenir cette information, à la marchander. À ceci, j'ajouterai une autre information qui est très très récente, c'est la libération, enfin pas la libération, mais la délivrance d'un élément terroriste algérien des États-Unis qui avait été emprisonné au Pentagone pendant plus de 20 ans. Et finalement, pour clôturer cette première analyse, c'est que les États-Unis ont joué depuis au moins les 2 ou 3 dernières années un agent coordinateur important pour forcer les pays limitrophes dans le Sahel à coordonner leurs efforts. On a vu des visites répétées et importantes de responsables du Pentagone en Algérie, on en a parlé, et d'Afrique, mais il y en a eu beaucoup en Mauritanie pour forcer surtout ces deux pays à coordonner leurs efforts dans le cadre de la lutte globale contre le terrorisme. Très bien, restez avec nous, Hamid Lello. Semir Bilatash, on va revenir bien sûr sur les déclarations de Abdelmadjid Tebboune et comment peut-on lire aussi cette guéguerre, si on peut l'appeler ainsi, au sein de l'armée par rapport donc à ce deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune. On va écouter donc ce qu'a dit Abdelmadjid Tebboune par rapport donc à l'opposition, par rapport aussi à l'ouverture, si on peut dire, entre guillemets, démocratique qu'il y a en Algérie. On l'écoute. تعبر على روحها ما لناش من التعبير المتحضر عارض داك شغلك ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج من اعماق اعتقاداتك مرحبا قول باش تكون بوق تاع ما وراء البحر راك غلط ما نجحوش هما ما ينجحوش الابواق تاعهم. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune, vous l'avez écouté, mais on va revenir aussi sur cette question du deuxième mandat et la réponse de Abdelmadjid Tebboune. Je vais vous poser une question directe, Monsieur le Président. Il est rapporté depuis quelques jours dans les médias que vous êtes déjà prétendant à un deuxième mandat. Quelle est votre réponse ? Je n'ai aucune réponse et je n'y pense même pas. Nous sommes à peine à 2 mois, 3 mois près, au-delà du mi-mandat. C'est trop tôt ? C'est plus que trop tôt. Je ne suis pas aux États-Unis. On n'a pas d'élection à la mi-mandat. J'ai fait ça. Tout ce j'ai fait tout. Ce qui nous reste comme engagement, il me reste 2 ans pour terminer les engagements. Donc ça, c'était Abdelmadjid Tebboune. Semir Bilatash, dans le point qu'a développé Hamid Lello, et que je pense qu'il est important quand il avait déclaré aussi, Abdelmadjid Tebboune, que la force des nations, elle est dans la force de son économie et n'est pas dans la force de son armée. Est-ce que vous pensez qu'il y a fracture entre l'armée, et quand je parle de l'armée, bien sûr, les dirigeants de l'armée, et la présidence? Pardon. Moi, perso, je ne les crois même pas entre nous, Nassar, entre nous et les téléspectateurs qui nous regardent.
Je ne les crois même pas. Depuis le temps qu'on les observe, c'est la lecture qui a été faite de la petite phrase là sur la prépondérance ou l'importance de l'économie. L'armée ou l'état-major a tout de suite répondu que non, c'est l'armée qui est la plus importante et tout. Moi, j'y crois même pas. C'est une sorte de mise en scène où j'exagère à peine, tu vois. Par exemple, les interviews, les sorties de Tebboune, je pense qu'elles sont complètement filtrées. Donc, si il voulait pas qu'un truc pareil passe, il serait pas passé, je pense. Du coup, voilà, c'est peut-être que effectivement, il y a des intérêts contradictoires à l'intérieur du régime algérien qui sont en permanence en guerre. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la guerre des clans, la guerre des chapelles. Elles se font autour de points stratégiques tels que ça a été rappelé dans l'article de Monsieur Serrini. Sur trois, l'état-major, les services de renseignement et la présidence. Ce qu'il appelait le triptyque. Juste pour dire que le problème, c'est que tout ça se passe en réalité en dehors de la volonté populaire, en dehors d'une légitimité qui ferait que les décisions des institutions soient prises d'une manière qui répondent aux normes de la démocratie, etc. C'est-à-dire il faut que le peuple il ait la main sur ce qui se passe, mais le peuple il est dégagé de l'équation. Donc voilà, ils se font... Et le peuple est dégagé de l'équation. Pourquoi, d'après vous, Samir, pourquoi le peuple est dégagé de l'équation? Mais aussi la question de l'élite, la question des partis politiques, de l'opposition. Beaucoup d'observateurs parlent d'un vide sidéral. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'initiative. Pourquoi, d'après vous, Samir? Le vide sidéral, je pense qu'il est clairement constaté. Et il est créé par la dictature, en fait. Pourquoi le peuple est sorti de l'équation? C'est parce que c'est une dictature. Depuis 1962, des gens ont décidé à la place du peuple. Et ou كما قالوا بعض الإخوة ceux qui ont survécu à la guerre de libération, quand ils ont vu l'Istiqlal, ils se sont dit on est sorti d'un istimar et l'istimar, tu vois, c'est-à-dire que ceux d'après, ils n'ont donné aucune importance au peuple algérien, alors que la révolution algérienne s'est faite sur la base de la libération du peuple. Ensuite, on a eu droit à des dictatures successives. La dictature algérienne, elle a la vie qu'elle a. C'est peut-être pas le moment de raconter toutes les étapes par lesquelles elle est passée. Actuellement, nous sommes en train de vivre un aboutissement d'une situation qui est totalement anormale, une sorte de maladie dans le corps, qui, après l'avoir laissé très longtemps, ça donne les guerres qu'on est en train de voir, ça donne l'instabilité qu'on est en train de voir, ça donne un régime qui est faible et affaibli à l'échelle internationale. Pour rebondir sur ce que disait M. Lelou, c'est que effectivement, ils ont un discours aussi dans le sens de la communauté internationale ou des puissances américaines et autres, où ils parlent de l'islamisme, etc., parce que le régime algérien, il n'a quasiment plus que ça comme argument en disant moi, j'ai Wazifi, c'est un régime Wazifi fonctionnel, d'où une fonction, il va défendre le monde contre l'islamisme, tu vois. Et les Algériens, si c'était pas dramatique, ils dahkou les scénarios hadou, comme le fait qu'il ait parlé d'une menace subite qui est islamiste, etc. Les Algériens, ils savent qu'il y a une menace subite, ni rien du tout. Mais eux, ils sont dans un scénario, une sorte de récit qui est surfait, sur Facebook, et on y va, en fait. Le régime algérien, il est dans un monde complètement imaginaire, fait pour la consommation, avec un discours, un récit, des faits saillants, une musique qui fait peur, etc. Mais en réalité, le régime algérien, il est dans une crise terrible. Les Algériens le savent. Ils sont sortis par millions pour dire كفانا من هذا العبث, tu vois. Et c'est ça. Malheureusement, on avance, c'est la fuite en avant.
Et les Algériens, je pense, ils se sont donnés comme mission de sauver ce qu'il y a à sauver, je pense. Ça, c'est très important ce que vous venez de dire, Samir. Mais par contre, la question est posée à Hamid Lello. Est-ce que les Algériens sont arrivés à une conclusion de dire que ce régime est affaibli, ce régime, si on revient même à la phrase qui a été utilisée par Emmanuel Macron, qui disait, donc qui qualifiait le système de politico-militaire affaibli par le Hirak. Mais aussi la question qui se pose, et Hamid Lello, et je pense qu'on l'a discuté aussi dans plusieurs émissions, c'est le rôle de l'élite. Elle est où l'élite? Il est où le peuple? C'est vrai que le peuple s'est soulevé en 2019 en millions pour essayer de faire donc pression sur ce régime, pour essayer de changer le système. Mais on est en 2023 et on est en train de parler de la question du deuxième mandat. Donc, si on peut le dire de cette façon, par rapport donc à l'action du peuple et l'action de l'élite. Question profonde. Alors, pour commencer et répondre à Tebboune, il dit qu'on peut s'exprimer. Oui, c'est la démocratie et la liberté d'expression dans le cadre du cadre. Donc, ils définissent un cadre et vous pouvez parler dans le cadre comme ils le font avec leur pseudo-opposition. Le régime est affaibli. Si on en croit ce que M. Macron dit, le peuple croit que le régime est faible. Est-ce que moi je le crois? Moi je le crois aussi, mais je crois que le régime se fortifie et devient de plus en plus fort à cause de la faiblesse de l'élite politique algérienne. On ne peut pas parler de la fin de ce régime. De la faiblesse ou de l'inaction, Hamid Lello? L'inaction, ça veut dire c'est la faiblesse. On dit toujours le peuple, c'est pas le peuple. Le peuple, moi, on a eu l'occasion d'en parler et je le parle souvent avec beaucoup de mes compatriotes et les militants algériens. Moi, je ne parle pas de la classe politique en tant que groupe d'intellectuels ou bien groupe d'élites qui vont travailler. Non, il faut dire les choses clairement. Le peuple ne peut pas faire les choses tout seul s'il n'y a pas un leadership fort, précis, intelligent, organisé. Et leadership, on n'a pas besoin de 100 personnes. La Soumam, c'était 6 personnes, 6 leaders qui étaient complètement inconnus du peuple algérien. Et ces leaders n'avaient pas attendu que la France coloniale leur donne l'autorisation de se réunir. Il faut qu'on arrête de nous dire « Ah, mais on ne peut pas se réunir parce qu'on n'est pas autorisé ». Ça, c'est votre problème. Si vous êtes un vrai leader, vous allez trouver les mécanismes et les moyens de vous réunir et d'organiser le peuple. Le peuple a envie, le peuple a soif, le peuple a faim, le peuple, vraiment, il a envie du changement, mais le peuple a besoin de guides. Le peuple, c'est pas Zahama, je parle pas de Zahama, je parle du leadership cohérent, leadership charismatique, avec une vision, avec un plan, avec une vision sur l'Algérie de demain. C'est ça dont on a besoin. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible quelles que soient les conditions sur le terrain. Ce régime est faible, oui, mais il est fort tant que la classe politique indépendante en Algérie, elle est faible, elle ne se manifeste pas ou elle ne s'organise pas. Il faut qu'elle s'organise. Il y a le moyen de s'organiser, on a besoin de ce leadership. Moi, j'ai toujours insisté sur l'idée de leadership. Sans leadership, on ne peut pas faire, on ne peut pas demander au peuple de sortir comme ça. L'avion ne vole pas tout seul, il faut un pilote. Ils sont où les pilotes? Et les pilotes pour l'Algérie de demain, c'est ce leadership. Et justement, puisqu'on parle des élections de 2024, moi, je suis contre deux choses. Contre le fait de dire « Ah, il faut qu'on aille aux élections pour influer sur le changement ». Ça, c'est pas possible. Parce que les élections qui sont organisées par les services algériens, on connaît le résultat d'avance. Eux, ils le connaissent, Tebboune ne le sait pas. Tebboune ne sait pas s'il sera candidat parce qu'on ne lui a pas encore dit. On ne lui a pas encore donné l'autorisation. Ils vont décider, ce sont les services. De deux, je suis contre la guerre, la chaise libre de dire « moi je ne participe pas aux élections ».
Il faut trouver une alternative. Il faut que ce leadership dans l'opposition, et je citerai pas de nom parce que les gens les connaissent, ils sont une poignée d'hommes et femmes capables d'être ces leaders. Il faut aller contre la politique de la chaise vide, c'est-à-dire il faut proposer une alternative de façon à s'opposer de manière active, proactive contre les élections, en organisant le peuple, en proposant des initiatives, en faisant une déclaration sur la charte à suivre de l'Algérie de demain, en organisant des équipes d'experts autour de ces leaders qui sont spécialisés dans différents domaines, économie, finance, services de sécurité, la culture, etc., pour sortir ce papier comme une plateforme de dire voilà le programme de ce leadership, voilà comment on va changer les choses. Et croyez-moi, il y a deux audiences dans ça. Le peuple les écoutera et les suivra, et la communauté internationale les suivra parce que eux aussi, ils ont peur du vide. Le vide, il est craint aussi bien par les Algériens, par les étrangers, parce que nous faisons partie de ce monde où il y a des pays qui nous entourent, que ce soit dans le bassin méditerranéen ou au niveau du Sahel ou dans l'Afrique du Nord. Il faut que ce leadership ait un discours clair par rapport à tous ces partenaires internationaux pour leur dire « n'ayez pas peur du changement » et arrêtez de croire que ce régime, c'est le rempart contre le terrorisme international. Ils sont la cause du terrorisme. C'est eux qui manipulent le terrorisme. C'est eux qui véhiculent le terrorisme. Nous ne sommes pas. Et le monde sera meilleur avec une Algérie indépendante, une Algérie stable et prospère. Et c'est du gagnant-gagnant. Si l'Algérie va bien, le reste de la région ira mieux. Très bien, très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Samir Belatache, qu'est-ce que vous en pensez de cette approche, mais aussi le rôle de cette élite, le rôle des partis politiques qui sont engagés dans le Hirak, le peuple, parce que c'est le peuple qui a fait cette révolution. Quelle est votre vision des choses, Samir? Totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit par M. Lello, complètement. Effectivement, il vient de rappeler les principes, à mon avis, qui sont fondamentaux. Bien sûr qu'il faut une alternative, clairement, pour les raisons qu'il vient de citer d'une manière... on doit toujours garder ça en tête, en fait, l'importance de ce genre de choses, le fait qu'à l'échelle internationale et sur les questions géopolitiques, etc., il doit y avoir la continuité, il doit y avoir un discours clair par rapport à un positionnement sur l'échiquier international. Samir, est-ce qu'elle doit être faite, je vous ai coupé la parole, l'alternative, est-ce qu'elle doit être faite avec le consentement du peuple et aussi à travers des élections ou en dehors des élections? On sait très bien que les élections, entre guillemets, en Algérie ne servent à rien. Ou vous êtes avec l'avis de Hamid Lello qui dit qu'il ne faut pas y avoir la politique de la chaise vide. Qu'est-ce que vous en pensez, Samir? Dit comme ça, effectivement, c'est là peut-être où je ne suis pas d'accord. Si j'ai bien compris, peut-être que j'ai pas bien compris. Moi, j'ai toujours milité, Khoya Nasser, comme tu le sais, depuis des années, sur le fait que l'agenda du régime n'est pas celui du peuple. Par exemple, quand le régime organise des élections, etc., moi, personnellement, dans toutes les actions que j'ai essayé de faire humblement à mon petit niveau avec nos concitoyens et tout, on a toujours fonctionné et on a mis en place ce qu'il faut faire, vers quoi il faut aller, toujours en dehors des agendas du régime. Parce que le régime, il a sa logique, il a ses objectifs et donc il y a un agenda qui le concerne. Je pense que, du moins, moi, j'ai toujours fait de ce point un truc fondamental. On ne fait pas avec... ils veulent organiser des élections et tout, qu'ils organisent des élections. Et je pense que on est en phase avec le peuple. Le peuple, t'as vu comment il boude tous les rendez-vous du régime et tout, parce que l'agenda du régime et l'agenda du peuple, c'est pas le même. Ensuite, effectivement, il faut
bien sûr, en fait, je pense, pour le dire en quelques phrases, pour faire court, je pense que l'occasion du Hirak a montré le loupé qui n'est pas nouveau des élites politiques algériennes. Il y a eu un gros loupé, on le voit en fait, on le voit jusqu'à ce jour, il perdure. C'est une occasion où il aurait pu se passer des choses sur ce plan-là, des élites, de l'alternative politique, ce que je pense du consensus qui devrait se faire au sein de dans la scène politique algérienne, chez les gens qui sont influents, actifs, etc., qui soient organisés ou en termes de personnalité. Le Hirak était l'occasion de faire quelque chose qui ferait bouger le Hirak, il ferait bouger qualitativement le Hirak avec une démarche politique qui est claire, facile à lire, qui se positionne sur le chemin de l'histoire du peuple algérien et qui sera prise en charge par le peuple algérien, ou là qui sera plébiscité par les Algériens. L'occasion du Hirak, des grosses manifs, marches, etc., c'était... la mécanique aurait pu se faire, mais la Ghaleb, pour des raisons, je pense, qui sont totalement objectives, en fait, c'était pas possible, ça ne s'est pas fait. La scène politique algérienne, elle est totalement laminée depuis des années par la police politique, par la dictature qui ne permet pas de faire de la politique en Algérie. Donc, pour dire, il va y avoir une élite qui est sur place et qui va, ou là, qui est sur la place et qui va faire quelque chose, eh ben ça, non, ça n'existe pas. Pour des raisons, je vous dis, je pense que tout le monde les connaît. Et ce n'est pas perdu, quand même, parce que je pense que le fait que les élites, on les a bridées en Algérie, on les a chassées, pourchassées, enfermées, isolées, marginalisées, diabolisées, ça veut dire que elle existe, mais elle est marginalisée, on l'a cachée, on ne veut pas en parler, etc. Eh bien, ces gens, il arrivera un moment, on les a poussés sur les côtés, ils vont reprendre leur place à un moment, il va y avoir des choses, je ne sais pas, moi je ne peux pas prédire l'avenir, mais il va y avoir des situations où ces gens qui sont réellement représentatifs de la population, au sens élite du terme, qu'elle soit politique ou même autre, culturelle ou autre, ces gens-là vont faire le job, ils vont faire le boulot, exactement comme l'a dit tout à l'heure le loup, exact, c'est-à-dire voilà pourquoi il faut le faire, et puis la mécanique, elle est possible. Mais aussi, est-ce que vous pensez, Samir, que cette politique répressive a aussi, vous avez parlé de on a bridé, entre guillemets, donc cette élite, mais depuis 2019, on a assisté aussi à une politique répressive qui n'a jamais été vue dans ces dernières années. Est-ce que vous pensez aussi ça a aidé, si on peut dire, le régime, mais aussi ça a freiné un peu l'activité politique et cette initiative de l'élite et de l'opposition? Je pense pas qu'au départ, on l'a vu, je pense, c'était pas la répression qui avait freiné ça. Je vous le dis, c'est au départ, on aurait pu. Ana bzaf ma sahabi min Alger, etc. Au début, je veux dire, les une ou deux premières années du Hirak, j'ai suivi un petit peu en discutant avec les amis. Qu'est-ce qui se passait en fait? On aurait pu, hein, tu prends le téléphone, t'appelles un tel, dans l'ambiance du Hirak, elle était possible et tout. Il y a une faillite des élites qui sont sur la place. Il y a une faillite. On fait la place. Ceux qui sont dominants, les élites, qui n'en sont pas en réalité. Ça, elles ont perdu les caractéristiques d'une véritable élite et tout, mais celles qu'on considère comme élite, ils sont partis sur des questions superficielles, ils n'arrivent pas à formuler les choses entre eux, ils trouvent pas des consensus, et je vous le dis, les élites qui sont sur la place, c'est le fruit de décennies de destruction massive, faite massive et d'une manière ordonnée, ou là d'une manière calculée
par la police politique. Et la scène politique, on a mis du faux, on a mis des opportunistes, on a mis le feu entre les gens. Par exemple, à chaque fois qu'il y a de bonnes volontés, il suffit d'un petit groupe d'extrémistes pour que les bonnes volontés ne fonctionnent plus, etc., etc. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ça peut pas donner quelque chose de construit et de constructif. Très bien. Restez avec nous, Samir. Samir, on va revenir à Hamid Lello. Hamid Lello, bien sûr, on a commencé notre émission par la question du deuxième mandat et bien sûr la polémique qu'il y a par rapport à cette question entre l'armée et la présidence, mais aussi la guerre des clans. Quand on voit ce qui se passe un peu au Soudan, est-ce qu'on doit s'inquiéter, Hamid Lello, surtout qu'on parle des régimes militaires, On a vu donc ce qui se passe au Soudan. Rappelons, plusieurs hauts gradés de l'armée algérienne ont été donc emprisonnés. On a vu le cas de Wassini Bouazza, qui a, avec Gaïd Saleh, qui ont mis en prison Toufiq Ouarbaatou, Khaled Nazzar, qui était obligé de prendre la fuite en Espagne. Dans son discours même, il a fait un appel à une certaine frange de l'armée pour se retourner contre El-Gaïd Saleh, ou même un coup d'État non annoncé, si on peut dire. Est-ce qu'on doit être inquiété en tant que peuple par rapport à ce qu'on est en train de voir se passer au Soudan, Hamid? Encore une fois, c'est une très 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 bonne question, d'autant plus que ce qui se passe au Soudan nous touche tous en tant qu'Arabes, musulmans, Africains, et le Soudan n'est pas aussi loin que ça. Avant ça, j'aimerais bien clarifier une chose. Je dis je suis contre la chaise vide, ça veut dire que je suis contre, au fait, la participation aux élections organisées par les services, mais être contre ne suffit pas. Il faut aussi faire quelque chose pour proposer une alternative, par exemple, des leaders charismatiques qui appelleraient un sursaut populaire, non violent, pour aller vers le changement en imposant un rapport de force qui permettrait cette transition. Je ferme la parenthèse. Maintenant, le Soudan. Ça, c'est une très très bonne question. Le Soudan, c'est un pays que je connais assez bien, ayant vécu et travaillé quelque temps là-bas au Soudan. Le problème du Soudan, par exemple, brièvement, c'est le fruit d'une paix entre le Darfour et Khartoum qui n'a pas été faite de manière correcte. C'est un petit peu la réconciliation nationale telle qu'a été faite par Abdelaziz Bouteflika. Sur des bases pas solides. Et il y a eu un compromis entre les différents acteurs et on sait ce qui se passe maintenant au Soudan. C'est le général qui a été formé dans les écoles comme El-Béchir et son opposant qui est l'ancien chef de la milice Janjaweed qu'on a chapeauté comme un général, et il y a eu deux forces parallèles. Est-ce que ceci est possible en Algérie? Tout est possible, bien sûr, parce qu'on parle de deux régimes militaires, sauf que peut-être le régime militaire algérien, il est un petit peu plus malin. Comme vous avez dit dans votre éditorial, il n'assume pas cette dictature, il la maquille assez bien et ça fait quand même, ça dure depuis 60 ans. La différence en Algérie, c'est que ce n'est pas l'armée qui dirige les affaires politiques en Algérie. Ce sont les services secrets, une partie des services DRS ou des GSE, ou appelez-le comme vous voulez. Et quand ils surveillent, ils ne surveillent pas que le peuple, ils ne surveillent pas que les civils, ils surveillent aussi les militaires. Les militaires aussi sont surveillés. Et les militaires algériens, par exemple, vous avez cité Wassini, vous avez cité Nazzar et tout ça. Dans un pays comme le Soudan, où un général de grande envergure est menacé, comme c'était le cas de ce général des forces spéciales, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bouger ses patrouilles, ses troupes. Et tout le monde est sorti. Moi, je me demande si les généraux politiques voient à longueur de journée
sur les écrans de télévision sont capables de mobiliser les troupes. Même chez Griha, je ne sais pas si les troupes vont obéir à ces ordres. Et c'est pour ça que moi, je classe les officiers algériens en deux catégories. Nous avons les généraux politiques, politico-affairistes, et nous avons les généraux opérationnels qui, eux, la politique ne les regarde pas, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus, ils sont sur le terrain et s'occupent de protéger les frontières. Vous voyez la différence? Moi, je me demande vraiment, parce que Oussimi, quand il était menacé, est-ce qu'il a fait bouger quoi que ce soit? Je ne dis pas que j'aurais aimé qu'il le fasse, au contraire, tant mieux que ça ne se fasse pas, tant mieux. Mais je me demande si vraiment ils ont cette capacité opérationnelle à faire bouger les troupes. C'est des voyous, je suis désolé, qui eux aussi sont manipulés par les services. Ils n'ont pas autant de pouvoir qu'on veuille leur donner. Ils n'ont pas ce pouvoir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire bouger les troupes en dehors des opérations qui sont faites sur le terrain par des officiers opérationnels. Et encore une fois, je fais une grande différence et je tire un grand chapeau à nos officiers opérationnels qui s'occupent que des affaires militaires. Et quand ils vont à la retraite, on n'entend plus parler d'eux. D'ailleurs, on ne les connaît même pas. Ces gens-là, ils font leur travail, c'est des militaires. Et tous ces généraux qu'on voit à la télévision, d'ailleurs, sans exception aucune, tous, ils sont mouillés dans des affaires de corruption, de drogue, de trafic, de tout genre. Alors que les autres officiers, on n'entend jamais parler d'eux. Très bien. Samir Bilatesh, je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'ils m'ont soufflé à l'oreillette qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Samir Bilatesh, comment vous voyez donc les choses? Quel scénario pour notre pays face donc à cette situation qu'on est en train de vivre? Bien sûr, situation difficile à l'international quand il s'agit donc de la diplomatie, de la géopolitique. On est en train de voir un monde qui change à grande vitesse. Est-ce qu'on peut gérer l'Algérie de cette façon? On a parlé des guerres des clans. Est-ce qu'on peut continuer à gérer l'Algérie de cette façon? Et quel risque de continuer de la gérer de cette façon? Très rapidement, Samir. Je pense que moi, personnellement, je suis de ceux qui dénoncent complètement ce qui est en train de se passer. Comme on dit chez nous, Allah yahdihum, parce que continuer dans cette fuite en avant sans réelle solution, et quand je dis réelle solution, pas celle des récits qu'ils nous inventent là et tout un tralala qui n'a ni queue ni tête. Des vraies solutions à la crise politique que vit le pays. Effectivement, les dangers sont grands, Charbra ou Baïd, mais tout peut arriver, y compris les cas à la soudanaise et tout. Et on sait aussi qu'actuellement, je pense que M. Leloup en parle mieux que moi, la situation géostratégique est très, très difficile. Et dans ce monde qui est en train de changer et de devenir plus violent, etc., un régime qui est illégitime, faible et affaibli de cette manière, qui est traversé à l'intérieur par des intérêts bizarres, occultes, qui est traversé par des intérêts, y compris étrangers, qui ne sont pas les intérêts du peuple algérien, c'est l'Aïstar. Voilà, moi je dénonce ça et je dis, effectivement, il faut, pour faire le travail qu'il y a à faire et sauver ce qu'il y a à sauver. Très bien. Hamid Lelou, juste un mot, Hamid Lelou. Oui, je rejoins notre ami sur ce qu'il dit, que j'espère qu'ils entendront la raison, mais on sait qu'ils ne vont pas le faire, ça dure depuis 60 ans. Encore une fois, moi j'appelle à ce leadership au niveau de la classe politique algérienne indépendante, que ce soit en Algérie qu'à l'extérieur, pour appeler à ce sursaut populaire non violent, pour créer ce nouveau rapport de force tel qu'il a été en 2019 et forcer le passage à cette transition pacifique. Il est temps parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. L'Algérie est en danger et ce régime est vraiment un danger réel pour l'existence même de ce pays. Merci Hamid Lello.
Merci. Désolé, Hamid Lelou, on est pressé par le temps. Oui, Samir. Fadal Samir. Vous voulez? Je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Samir. On est très content de vous voir aujourd'hui parmi nous. Ça fait longtemps. Vous avez boyminté le cas. Samir Bilatesh, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Grand merci à vous. Merci aussi à Hamid Lelou, directeur de Reaching Independence Through Social, qui était aussi avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha wa bqaw ala khair.